Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Salut tout le monde, c'est Mathieu. J'espère que vous allez vraiment bien. Aujourd'hui, je suis seul pour vous parler d'un sujet que je trouve quand même intéressant, même si à prime abord, le titre l'est très peu. C'est-à-dire le magnésium, qui est un électrolyte, selon moi, un peu mal aimé. Souvent, qu'on ne regarde peu, on le dose presque pas ou on s'en occupe pas. Mais pourtant, c'est quand même le deuxième électrolyte intracellulaire et le quatrième au niveau extracellulaire. C'est un électrolyte vraiment important. Pourquoi? Parce que c'est un cofacteur de réaction enzymatique. Mais là, pas juste une ou deux, là. C'est au-dessus de 300 réactions enzymatiques dans lesquelles le magnésium est un cofacteur. Okay, que ce soit au niveau de la synthèse des protéines, des muscles ou de la transmission nerveuse et neuromusculaire, et même de façon surprenante sur la gestion du sucre et de la pression. Donc, il est quand même assez important. Même chose pour le transport actif. Okay? Ça va être autant au niveau du potassium. Hein, on le sait qu'une hypocalémie réfractaire, c'est parce qu'il y a une hypomagnésémie sous-jacente. Des fois, juste le fait de répléter le magnésium va corriger le potassium. Mais également au niveau du calcium. Donc, une hypocalcémie qui est même à la limite légère est une indication d'hypomagnésémie intracellulaire. Ça a également des rôles au niveau structuraux, là, que ce soit au niveau des os, des protéines, des enzymes, de la mitochondrie. La mitochondrie qu'on commence de plus en plus à s'intéresser dû à son importance. Ça va de soi, là, c'est quand même la chaîne respiratoire, fait que tu respires pas, ben ça va mal. Ainsi que l'ADN. Puis de façon surprenante, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça a un rôle aussi dans les fonctions immunologiques. Okay, que ce soit l'activation des macrophages ou l'adhérence ou les activités bactériocides ou la prolifération lymphotique. Toutes ces belles affaires-là, est-ce qu'on devrait les répléter? Est-ce que c'est-tu fréquent? C'est-tu juste parce que Mathieu, t'as une bulle, puis là, t'as trippé sur un électrolyte, puis c'est pas mal ça, là? Ben, la réponse, c'est selon les études. Okay? On a 50 à 65% de nos patients aux soins intensifs qui vont être hypomagnésémiques. Okay? Puis, quand tu es hypomagnésémique à l'arrivée aux soins, c'est corrélé à un taux de mortalité plus élevé. On s'entend, c'est pas juste parce que tu es hypomagnésémique que tu vas décéder ou que tu es plus à risque de mortalité. Là. Si tu arrives en méga gros choc septique du feu de Dieu, puis ça se trouve que tu es hypomagnésémique, bon ok, c'est pas juste le magnésium, là, c'est peut-être le tableau. Mais le fait qu'il est hypomagnésémique est peut-être une des conséquences du sepsis. C'est peut-être une des conséquences aussi qui fait que la réaction immunitaire est plus difficile, la gestion de la pression est plus difficile, même au niveau du coco. Hein, je vous disais tantôt là, un petit peu tout à quoi ça sert, mais ça reste quand même un cofacteur neuronal. C'est un excellent bloqueur du récepteur NMDA. Vous me voyez venir avec le NMDA. Si tu as besoin de le bloquer pour quelque raison que ce soit, ça pourrait être très intéressant. Bon, je vous disais que c'était le deuxième électrolyte intracellulaire. OK, mais c'est quoi un peu sa distribution? OK, parce que je vous disais, oui, c'est intracellulaire, mais 99% du magnésium corporel total est intracellulaire. Ça veut dire que seulement 1% du magnésium corporel total est en extracellulaire. OK? Et 0,3% du magnésium corporel total se retrouve au niveau sérique. Fait que ce qu'on dose comme magnésium, là, c'est 0,3% du magnésium corporel total. Fait que la magnésémie en soi, là, ne reflète pas vraiment bien le magnésium corporel total. Il y a une étude, ça m'a vraiment surpris. Il y a une étude qui dit, qui a testé vraiment le magnésium sérique par rapport à une collecte urinaire, là, et voir si le patient était déficient ou pas. Et quand tu as un magnésium à 0,7, 90% du monde était en déficience. Quand tu montais à 0,75, là, tu diminuais à 50%. À 0,8, là, c'est seulement 10%. Et à 0,9, c'est en bas d'1%. Fait que c'est pour ça quand on veut être sûr que le magnésium est réplété, on va viser un magnésium plus autour de 1, 1,1. Fait que bref, la magnésémie, ça vaut pas grand-chose. Là, vous allez me dire, Matt, ok, tu me dis que ça sert à rien, mais là, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, c'est ça le problème. C'est que c'est facile d'accès, ça coûte pas grand-chose. Pas mal tout le monde là. Sinon, ben, il faudrait que tu fasses une collecte urinaire.
Puis tu doses le magnésium urinaire. Si c'est au-dessus de 1, ben, c'est parce que tu as des pertes rénales. Si tu es en bas de 0,5, ben, c'est parce que tu es en déficience. Puis ça, cette collecte urinaire-là, idéalement, là, tu fais ça après un loading de magnésium qui est à peu près 800 mg sur 8 heures là, pour voir comment le rein va répondre. Et sinon, un des meilleurs tests serait probablement le magnésium ionisé. Je ne sais pas si vous l'avez, en tout cas chez nous, on ne l'a pas, c'est très peu distribué. C'est ce qui serait le plus précis, surtout chez nos patients en soins critiques qui ont des changements rapides, que ce soit l'hémodynamie ou tout autre paramètre. Fait que bref, soit vous faites un loading test de 800 mg sur 8 heures, puis après ça, vous faites une collecte, tout en faisant la collecte urinaire de 24 heures pour voir s'il y a une déficience ou il y a une perte rénale. Ou si vous avez accès au magnésium ionisé, peut-être que ça serait mieux. Mais sinon, le magnésium sérique, c'est facilement accessible. Faut juste garder en tête que c'est pas parce que tu as un magnésium sérique normal que tu as un magnésium corporel qui est normal. Ça veut dire que tu peux être déficient malgré un magnésium sérique qui est tout à fait normal. Là, vous allez me dire, OK, Matt, ça veut dire qu'il faudrait que j'en donne plus. Mais là, si j'en donne plus, des fois, il va tomber en hypermagnésémie. Mais l'hypermagnésémie, là, écoute, avant que tu aies quelque chose, faut vraiment que tu en donnes beaucoup. Puis pour être franc, là, c'est le rein qui est le meilleur régulateur du magnésium. Fait qu'il faut que tu en donnes vraiment beaucoup puis que tu n'aies pas de rein pour amener un patient à une hypermagnésémie. Là. Même les patients là, en pré-éclampsie ou en éclampsie, qu'on va donner 1, 2, j'ai déjà vu 3 grammes à l'heure de magnésium. Et tu avais de la misère à monter le magnésium sérique à 1,5 quasiment. Puis mais cliniquement, là, ça allait mieux, fait que c'est correct, là. C'est tout ça pour vous dire que amener un patient à une hypermagnésémie, il faut que tu fasses exprès quasiment. OK? C'est sûr que tu n'iras pas donner 3-4 grammes à l'heure à un patient qui est dialysé chronique. Là. On s'entend, il n'est pas capable de l'excréter, son magnésium. Mais pour n'importe qui est capable de le mobiliser, le risque est vraiment très faible. Alors que contrairement à une hypomagnésémie, hein, il y a vraiment une augmentation du risque de mortalité cardiovasculaire ou d'EFA et même de démence selon certaines références. Parce qu'on se rappelle, c'est quand même un bloqueur NMDA. Dans les symptômes qu'on pourrait voir, ben c'est ça. Au niveau du coco, ben t'es agité. On pourrait même appeler ça un délirium parfois. Il y a même des convulsions qui sont rapportées. J'arrête pas de vous parler du NMDA, mais c'est parce que le magnésium, c'est vraiment une petite arme dans votre petite poche là, quand tu veux bloquer le NMDA. Que ce soit en convulsion, que ce soit ou en confusion. Même au niveau cardiaque, on sait que l'hypomagnésémie, c'est pro-arythmogène. Fait que, tu sais, si t'as un patient à FA, peut-être ça vaudrait la peine de le répléter en magnésium. Là, c'est sûr que, tu sais, il y avait l'étude Lomagui, là, qui avait regardé là, le magnésium, si c'était bon ou pas là, pour arrêter la FA. C'est sûr que, tu sais, t'as le choix, t'as un patient qui est en FA, puis t'as le choix d'y donner un bloqueur du nœud AV ou du magnésium. Je te dirais, tu sais, prends le bloqueur du nœud AV ou, tu sais, il fait de la torsade, là, c'est comme... La torsade, de façon drôle, hein, c'est le magnésium qui est le traitement. Mais pour tout ce qui est des autres arythmies, non, faut pas donner de magnésium. Mais dans les faits, c'est un anti-arythmique, le magnésium également. Fait que ça fait du sens de le répléter. Ça ne devait pas nécessairement être notre première ligne de traitement. Bon, c'est sûr qu'en torsade de pointe, je vous dirais oui. Là. Mais sinon, pour la FA ou toutes les autres arythmies qu'on a, ben, tu la gères avec nos médicaments habituels. Mais ça vaudrait peut-être la peine chez ce patient-là de le répléter de façon agressive en magnésium comme coadjuvant de traitement. C'est quand même assez intéressant. Même au niveau neuromusculaire, l'hypomagnésémie peut faire des tremblements de la fasciculation. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Tu sais, là, on veut utiliser des bloqueurs neuromusculaires, mais si on veut les potentialiser, on peut donner du magnésium. Ça va potentialiser le blocage neuromusculaire également, là. Ben, je dis pas que si vous avez fait juste donner du magnésium, vous allez bloquer le patient, là, on s'entend, là. Mais ça sert comme coadjuvant. Fait que le magnésium, c'est un peu un antidote. Hein. Anti-coco, anti-cœur, anti-muscle, puis anticellulaire, comme l'hypocalémie puis l'hypocalcémie que je vous parlais tantôt. On s'est rendu compte en Amérique du Nord, parce que c'est sûr que la principale apport chez l'humain du magnésium, c'est au niveau péros, on s'entend. Puis fait que c'est notre diète. Puis on sait qu'en Amérique du Nord, la diète, elle est hypomagnésémique. Donc, elle est hypo bien des affaires, là, dont le magnésium. Ce qui est peut-être pas nécessairement le cas si vous êtes en Europe, vous avez une diète méditerranéenne, une diète qui est plus équilibrée que la diète nord-américaine, qui est très peu recommandée, soit dit en passant. Je suis pas nutritionniste, mais je pense que ça vaudrait la peine de réévaluer votre diète si vous avez ça, là. Je suis moi le premier. Ce qui fait que
on se rend compte qu'il y a une hypomagnésémie comme pan-nord-américain. On se rend compte que l'hypomagnésémie est reliée au niveau cardiaque, à un risque d'arythmie, risque d'MCAS, risque d'insuffisance cardiaque, risque d'infarctus, même de morbidité, mortalité post-infarctus. Même chose au niveau coco, augmentation du risque de la migraine ou des AVC, même des convulsions. Il y en a même qui disent qu'au niveau pulmonaire, tu augmentes ta sévérité de ta maladie pulmonaire obstructive chronique, là, la MPOC ou la BCOP, je pense qu'on appelle plus en Europe. Même au niveau intestinal, neuro-endocrinien, je vous disais que ça aide à régulariser le glucose, mais on se rend compte que chez les patients diabétiques, le magnésium pourrait aider au contrôle des glycémies, parce que ça va aider à sensibiliser l'insuline, les récepteurs à l'insuline. Pas sensibiliser l'insuline, là, c'est l'insuline est plus sensible. Ben non, on s'entend, là. C'est plus les récepteurs. Fait que ça pourrait aider au contrôle des glycémies. Fait que nos patients qui sont diabétiques, bon, peut-être pas aux soins, là, mais je parle plus pour le patient post-soins intensifs qui est diabétique. Peut-être que lui, s'il part à la maison avec une répression de magnésium, ben, ça va peut-être l'aider à son contrôle glycémique. Et il y a un truc vraiment intéressant au niveau endocrino, métabolo, hic et ish et tout reste, là. C'est au niveau du stress oxydatif. Le magnésium, quand tu es en déficience, ça va augmenter ton stress oxydatif. Puis on le sait que le stress oxydatif, que ça oxyde, c'est nocif. Et ça peut avoir des effets délétères. Donc, ça fait même partie un peu de la pathophysio, que ce soit en sepsis, même dans certaines maladies virales comme le COVID, il y a certains papiers qui semblent démontrer un certain lien vers le stress oxydatif. Fait que c'est intéressant de se dire que j'ai un patient possiblement hypomagnésémique, ou fort probablement, si on est en Amérique du Nord. Il est en gros stress, parce qu'il est en choc septique, il y a du stress oxydatif, c'est pas mal sûr. Fait que si en plus, je suis capable de corriger une portion du stress oxydatif, parce qu'on s'entend, c'est pas magique, là. J'ai l'air de parler comme quoi que c'est magique, là, mais le fait de le corriger va vous ramener plus à son état de base, mais ça va peut-être l'aider. T'sais, au lieu de partir avec 2 prises, il va partir avec une prise. C'est déjà mieux. Ça donne plus de chance au bâton, mettons. Je trouve ça vraiment très intéressant. Puis même au niveau du tonus vasculaire, l'hypomagnésémie va augmenter le tonus. Fait que là, c'est sûr que vous allez me dire, là, Mathieu, je veux monter la pression, je donnerai pas du magnésium pour diminuer le tonus vasculaire. Mais en même temps, il y a tellement d'autres effets que je vous dirais oui. Puis de toute façon, on a tellement des bons médicaments pour maintenir la pression que, cet effet-là, on s'en tape un peu. Mais pour votre patient qui est hypertendu chronique, cet effet-là est vraiment intéressant pour lui. Ça pourrait même baisser de 10 mm de mercure selon certaines études, la pression. Plus en chronique qu'en aigu, je vous dirais. Fait que, c'est intéressant à savoir, surtout si vous voyez des patients en externe ou dans les cliniques de suivi de soins intensifs. Plusieurs causes de l'hypomagnésémie, que ce soit, on parle du syndrome de réalimentation. Je pense juste en soi, cette entité-là devrait faire un épisode. Mais dans le fond, juste pour se rappeler, hein, c'est que t'es en jeûne, fait que la cellule, dans le fond, a de moins en moins d'électrolytes, de nutriments. Fait que quand tu vas le nourrir, ça va tout reshifter intracellulaire. Donc, il reste moins de magnésium au niveau extracellulaire. Puis tout ce qui est consommation métabolique, hein, parce que on se rappelle tantôt, je vous disais, c'est une réaction enzymatique. C'est des cofacteurs de réaction enzymatique. Donc, c'est extrêmement prenant du magnésium au niveau de la consommation métabolique. Fait que si tu as beaucoup de consommation, tu vas utiliser beaucoup de ton magnésium. Même chose pour d'autres affaires comme la thiamine, par exemple. Donc, tout ce qui est consommation métabolique, c'est peut-être une bonne idée de rappeler, que ce soit aussi même l'inflammation, puis la transfusion massive. C'est dans nos protocoles, quand on transfuse, on va donner du calcium, surtout à cause du citrate qui va chélater le calcium, mais également le magnésium qu'on pourrait donner, parce que c'est une cause, on change le volume extracellulaire pratiquement, le circulant. Et tout ce qui est aussi au niveau des pertes digestives, que ce soit par diminution de l'absorption, augmentation de l'excrétion là, au niveau des diarrhées, que ce soit les laxatifs ou autres. Mais les suctions de tubes nasogastriques, quand tu suctionnes beaucoup, on sait on peut perdre du chlore puis
du potassium, mais on perd aussi quand même pas mal de magnésium. Même chose au niveau des pertes urinaires. Quand on force une diurèse ou on suit le potassium, il y a des bonnes chances que le magnésium suive. Parce que c'est dans les médicaments qui vont causer de l'hypomagnésémie, surtout nos diurétiques, que ce soit de l'anse comme le furosémide ou nos thiazidiques. Même l'anhydrase carbonique, là, on l'utilise moins, l'acétazolamide, mais quand tu veux faire flusher tes bics, c'est super intéressant. En alcalose métabolique de contraction, là, super intéressant. Donc, ton magnésium aussi va suivre. Il y a certains antibiotiques qui vont briser le rein, comme les aminosides ou l'amphotericine, l'amphoterrible B. Il y a des médicaments antinéoplasiques que je vous dirais. Pourquoi je parle d'antinéo alors qu'on est aux soins? Parce que, à moins vraiment que vous fassiez des soins intensifs oncologiques, ce qui est intéressant de savoir, c'est que vos patients, mettons que tu as un patient qui code en arythmie, il fait de la torsade ou qui fait n'importe quelle arythmie, pendant son traitement de chimiothérapie ou qui est dans la salle de chimio, puis qui a reçu des platines, donc de la cisplatine ou de la carboplatine principalement, ou le panitumumab qui est le Vectibix. Il y en a même des nouveaux, là, je vais vous avouer que je suis vraiment pas le... c'est pour ça qu'on fait des trucs de soins intensifs, là. L'oncologie, c'est pas mon truc, mais il y a certains de ces agents-là qui vont créer de l'hypomagnésémie excessivement sévère, au point que ça compromet même leur traitement. Fait que juste à garder en tête, si vous connaissez un patient ou si vous avez des patients oncologiques chez vous qui reçoivent ces agents-là, ils sont vraiment hypomagnésémiques, ça va être très important de les répéter. Même chose pour vos patients immunosupprimés ou greffés là, qui vont être sur cyclosporine, tacrolimus ou sirolimus. Ça va faire des dommages aux reins jusqu'à 3 mois après l'arrêt du traitement. Donc, c'est important de le suivre. Quand je dis 3 mois de l'arrêt, c'est parce qu'il y a certaines greffes, comme par exemple la greffe de moelle, où on va finir par arrêter le tacrolimus. C'est sûr que le greffé rénal, si tu arrêtes le tacrolimus, il y a des chances qu'éventuellement, puis tu remplaces par rien d'autre, là. Il y a des chances que tu perdes le rein. Puis, je trouvais ça très intéressant qu'avec l'usage prolongé, on parle souvent des IPP, comme quoi que ça fait de l'hypomagnésémie, mais c'est vraiment sur un usage prolongé que ça va faire ça. Même le odds ratio, là, quand tu prends plus que 180 jours, ton odds ratio va monter jusqu'à 3 avec un intervalle de confiance qui est significatif. Alors que si tu es moins de 30 jours, ton odds ratio est à 1.5. Donc vraiment, tu doubles. Plus tu le prends longtemps, plus tu vas le doubler. Et c'est sûr que tu te rajoutes à ça la dénutrition, du diabète ou bien des diurétiques, tu vas être encore plus hypomagnésémique. Fait que ça, l'IPP, ça va diminuer l'absorption. Même chose pour l'alcool. L'alcool va jouer sur 2 trucs. Ça va diminuer l'absorption, mais ça va aussi augmenter l'élimination rénale. Parce qu'on s'en souvient, le bon vieux dicton de Soulon, t'en bois une, t'en pisses 10. Pourquoi je parle de ça? C'est que tous nos patients alcooliques, là, tous nos gros sevrages alcooliques, là, qu'on va leur donner, de la thiamine, oui, des benzos, comme on a parlé dans les épisodes sur le sevrage alcoolique. Je vais laisser les liens dans les notes. Le magnésium, des fois, on le dose pas, mais on devrait peut-être parce que c'est des patients qui sont à haut risque de dénutrition, mais aussi d'hypomagnésémie. Ils n'ont pas d'apport. Le peu d'apport de magnésium, l'alcool va inhiber son absorption, va augmenter l'élimination rénale de sa réserve corporelle. Puis on se souvient tantôt, je suis un peu tannant, mais c'est un antagoniste du récepteur NMDA qui est directement relié dans le traitement de la pathophysio du sevrage alcoolique. Fait que c'est vraiment très intéressant, surtout si vous avez un délirium tremens, de le répléter en magnésium. Que ce soit IV ou Péros, là, dépendamment de ce que le patient accepte. Parce que dans le fond, le IV, ce qu'il faut garder en tête, c'est faut l'utiliser plus. On utilise des bolus, souvent 1 gramme à l'heure, qui est pas mal la dose maximale IV qu'on peut donner en termes de vitesse. Pourquoi? Parce que si tu dépasses 1 gramme à l'heure, tu vas dépasser un peu le seuil rénal. Ça veut dire que le rein va interpréter la montée comme étant une hypermagnésémie, fait qu'il va juste flusher le magnésium. C'est pour ça qu'il faudrait que tu le donnes plus lentement. Donc 0.5 à 1 gramme à l'heure, même 0.25. Donc plus tu vas le donner lentement, meilleure va être ta réplétion, parce que les échanges extracellulaires, ils sont saturables puis ils sont lents. Fait que si tu veux le contrôler, ça va être un 6 à 8 heures
après la fin de la dose. Puis ça, c'est super important parce que si tu le contrôles trop rapproché, tu vas avoir un magnésium faussement élevé, tu vas avoir l'impression que tu l'as réplété. Fait que là, tu vas faire « Yeah, merci, bonsoir ». Mais dans les faits, ça va te prendre 3 à 5 jours minimum pour répléter des réserves corporelles de magnésium. Sinon, ben, tu peux y aller par os. Là, il y a plusieurs sels sur le marché. Ce qu'on se rend compte, c'est que les sels comme l'aspartate, le citrate, lactate sont mieux absorbés et qui feraient une meilleure réplétion que certains autres sels, bien qu'ils sont plus concentrés, comme par exemple l'oxyde de magnésium, qui contient 60% de magnésium élémentaire. Fait que, bref, tout ça est pour dire que ce que vous avez disponible, regardez le sel, le ou les sels, parce que de plus en plus, c'est des combinaisons de sels que vous avez dans votre hôpital pour votre réplétion. Juste pointer, il existe le glucoheptanate, puis le glucoheptanate qui est dans le fond une solution liquide, qui est souvent par la bouteille, va être marqué 100 mg par ml, puis ça, c'est 100 mg de sel, ok? Alors qu'on sait que ça contient le glucoheptanate, 5% de magnésium élémentaire. Fait que ça, c'est vraiment juste la compagnie pour vendre son produit, là, qui dit « Regardez, j'en ai, mais dans les faits, c'est 5 mg par ml. » Fait que ça contient absolument rien. Fait que si tu veux donner une vraie dose, il faut que tu donnes pas loin de 50 ml pour avoir 250 mg élémentaires. Fait que, allô, la tolérance digestive, là, c'est comme common, là. Tu veux répléter, tu en donnes trop, il va y avoir de la diarrhée, tu te tires dans le pied, là. Le problème, c'est qu'au Québec, la Régie d'assurance maladie, pour l'instant, c'est ce qu'elle rembourse, là, ce sel liquide-là. Là. Mais bref, tout ça pour dire que, regardez, le sel que vous avez au niveau Pairos dans votre hôpital, pour les écraser, ça va super bien pour les écraser, mais pour les donner dans les tubes, faites attention, ça peut quand même bloquer le tube. Si vous avez un petit tube, là, peut-être faire attention à ce niveau-là. Fait que je vous ai parlé du UV également, là, qu'il fallait donner lentement, mais quel genre de dose qu'il faut donner? 2, 3, 4, 5, 12, 28 grammes. La réponse est vraiment simple. Regarde les fioles que tu as. Si tu as juste des fioles de 2 grammes, vas-y par multiple de 2. Si tu as des fioles de 5 grammes, prends le chiffre que tu veux entre 1 et 5, là. Mais selon moi, c'est plus simple de dire tu prends 5 ou tu prends 2, là, pas entre les deux. Fait que, tu pognes un petit peu de la fiole, tu pognes la fiole au complet, puis tu vas le donner, comme je disais tantôt, en bas de 1 gramme à l'heure. Fait que plus tu vas le donner lentement, meilleure va être ta réplétion. Puis quel magnésium sérique il faudrait viser? On se souvient tantôt, hein, le magnésium sérique, ça vaut pas grand-chose, mais si tu veux avoir en bas d'1% de tes patients qui sont déficients, malgré un magnésium sérique normal, il faudrait que tu vises un magnésium plus autour de 0.9 à 1. Et je vous dirais peut-être que, si tu as de l'INFA ou tu as un status épilepticus, peut-être ça vaudrait la peine de viser 1 de magnésium. Même chose pour le patient qui est chronique, qui est ROH chronique. Peut-être que lui aussi, ça vaudrait la peine. Bref, ça fait un peu le tour du magnésium. On se souvient, dans le fond, les perles contrôle ton magnésium sérique 6 à 8 heures après la fin de ta dose. Ça va te prendre du temps. Et donne-le lentement si tu veux corriger ton magnésium. Puis si tu veux y aller Pairos, à jeun, c'est sûr que c'est la meilleure absorption. Mais avant d'augmenter une dose, parce que tu as quand même une certaine saturation de l'absorption, augmente ta fréquence avant d'augmenter ta dose. Puis ça va t'aider aussi à la tolérer digestivement. Fait que bref, le magnésium, je pense que c'est un électrolyte qu'on devrait se soucier plus aux soins intensifs. La réplétion, d'après moi, devrait se faire un peu plus d'emblée, surtout pour nos patients qui sont peut-être plus à risque, comme les ROH chroniques, nos FA, nos status épilepticus, donc tout ce qui est neuro-coco, cardio, métabolo, bref, pas mal tout le monde finalement. Je vous laisse réfléchir à ça. J'espère que je vous ai démystifié un petit peu le magnésium, un peu dans toutes ses facettes. Si vous avez aimé l'épisode, merci de le partager avec vos amis et vos collègues qui, comme vous, trippent autant en soins intensifs. Rejoignez-nous sur Twitter, Facebook pour poursuivre la conversation. Que ce soit pour voir, vous, qu'est-ce que vous faites avec le magnésium? Dosez-vous, répétez-vous juste dans quelques situations, lesquelles. Ce serait intéressant de vous entendre. Donc, bref, d'ici le prochain épisode, portez-vous bien. Attention à vous autres. Bye.
L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.